Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. La présidentielle est prévue en Côte d'Ivoire en octobre 2025. Déjà, les états-majors des partis politiques s'activent avec trois inconnus principaux. Premièrement, le président sortant Alassane Ouattara sera-t-il candidat à sa propre succession? Deuxièmement, l'ancien président Laurent Gbagbo sera-t-il autorisé à compétir? Et enfin, l'appel de l'opposition au dialogue national en vue d'une réforme électorale pour une présidentielle apaisée sera-t-il entendu? Trois Ivoiriens avec moi pour en parler. Pascal Logbo, vous êtes enseignant, vous enseignez la philosophie, vous êtes le représentant en France du PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo. Sera-t-il électeur et éligible pour la présidentielle d'octobre 2025? On en parle au cours de cette émission. Merci Pascal Logbo d'avoir accepté notre invitation. Merci M. Soubri. Salif Koné, vous êtes un expert en sécurité, expert aussi par rapport aux questions de lutte contre le terrorisme. Grand sympathisant êtes-vous du RHDP et défenseur du président Alassane Ouattara, dont vous magnifiez le bilan. Merci Salif Koné d'avoir accepté notre invitation pour aborder la question de la présidentielle dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Merci Richard de nous avoir invités sur le plateau. Et j'ai également avec moi Toto Jérôme Baloubi, vous êtes enseignant, professeur d'université, vice-président du MGC, le mouvement des générations capables, le mouvement que préside l'ex-première dame Simone Gbagbo. Vous êtes donc vice-président chargé du MGC, non, chargé du Conseil de représentation nationale. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci Richard d'avoir invité. La présidentielle d'octobre 2025 sera-t-elle apaisée? Oui, répond Simone Yves Gbagbo, l'ex-première dame et présidente du mouvement des générations capables. Mais il y a des conditions à satisfaire impérativement, ajoute-t-elle. Quelles sont-elles? On écoute la présidente du MGC. Elle s'est confiée ce 12 octobre à nos micros à Abidjan, Côte d'Ivoire. La première chose pour que ce pays ait des chances de connaître des élections saines, transparentes, c'est qu'il y a un certain nombre de réformes qui doivent être prises concernant le système électoral actuel. Et nous avons réussi ensemble avec le PDCI, avec le FPI, avec le COGEP, avec un certain nombre d'autres partis qui existent, l'URD, etc., qui sont des partis qui existent dans le pays. Nous avons réussi à nous mettre ensemble pour, ensemble, en un front commun, demander un certain nombre de réformes. Ces réformes-là vont porter sur, premièrement, l'organe qui gère les élections, la CEI. Nous l'avions voulu un organe indépendant. C'est pour ça que nous l'avons appelé CEI d'ailleurs, un organe indépendant. Mais cet organe-là, quand vous le voyez fonctionner aujourd'hui, il n'est plus indépendant. Il est en train à nouveau d'être intégré totalement sous la responsabilité, sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et du gouvernement. Et donc nous demandons une réforme de cette institution-là. Et nous souhaitons que dans cette institution, il n'y ait plus de représentants des partis politiques, mais que les élections soient organisées par des hommes, des individus dont la notoriété est connue, dont également la probité est connue, la neutralité également est connue, et qui peuvent donc prendre sur leur compte d'organiser des élections claires, des élections sans tricherie, des élections transparentes. Si on ne fait pas ça, on risque de se retrouver encore en 2025 dans le conflit que nous avons connu en 2020, où il y a eu des morts, des gens qui ont eu la tête coupée, des gens qui ont été gazés, battus, ou dans les bureaux du vote, où des représentants, des responsables des bureaux du vote prennent à partie des représentants des candidats et les font jeter en prison, etc., comme nous l'avons vécu encore en 2023 pendant les élections municipales.
Pascal Logbo, vous êtes donc le représentant en France du PPACI. Madame Simone Gbagbo exprime là, dans ce que nous venons de suivre, des inquiétudes par rapport à la présidentielle d'octobre 2025. Des inquiétudes que vous partagez aussi. Je crois que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tous les partis de l'opposition devraient partager ces inquiétudes-là. Parce que pour le constat que nous faisons, nous tous, pour lesquels nous nous organisons pour mener un combat commun, c'est que la CEI, aujourd'hui, ne peut pas conduire une élection transparente et libre. Pourquoi? Je le dis parce que la CEI est prise en otage par le pouvoir en place. Donc, elle est tellement politisée, avec une majorité inexplicable, détenue par le parti au pouvoir dans plusieurs domaines, comme les commissaires nationaux. Les décrets de la CEI sont signés par le président de la République, lui-même président d'un parti politique qui veut concourir, qui veut compétir. Si je vous dis les chiffres de partage des commissaires au plan national, oui. Mais c'est 630. C'est-à-dire le RHDP détient 620 sur 630. 620 quoi? 620 commissaires sur 630 commissaires nationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce déséquilibre, cette prise en otage de l'appareil qui devait travailler à une élection transparente est prise en otage. Monsieur Logbo, on va y aller avec clarté. Oui. Et rigueur. Quand vous dites les décrets de la CEI sont signés par le président de la République, vous parlez de quoi? Quand je parle, par exemple, des décrets de la CEI, pour que, par exemple, la commission électorale débute l'enrôlement, c'est décrété par le président. Oui, mais ça fait partie de ses prérogatives. Ça fait partie de ses prérogatives, oui. Mais dans ses prérogatives, au nom de la Constitution, ce président qui a ses prérogatives, qui devait être neutre, n'est pas neutre. Il est président d'un parti politique. Ah, ça c'est... Donc, du coup, ses prérogatives sont influencées par son caractère partisan. Ce qui fait que nous n'avons pas confiance à ce fait-là. Salif Koné, et que répondez-vous à l'inquiétude de M. Pascal Logbo, inquiétude que partage d'ailleurs l'ex-première dame, nous l'avons entendu, j'imagine que M. Toto Jérôme Baloubi partage également cette inquiétude, la peur de ne pas voir se dérouler dans votre pays en octobre 2025 une présidentielle apaisée. Ben moi, je pense qu'aujourd'hui, à écouter le frère en face et le déroulé de l'ancienne première dame, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés dans la vision qu'ils ont. Je peux comprendre que ce climat d'insécurité qui règne aujourd'hui sont la conséquence des élections passées qui a eu lieu. Donc aujourd'hui, les hommes politiques sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de militants, de représentants de partis aujourd'hui qui donnent des discours ou qui donnent des arguments qui ne rassurent pas. Oui. Donc moi, pour ma part, je pense que, à écouter le frère en face, au niveau du RHDP, je pense que M. Koulibaly Kubier, qui a été choisi par le président de la République à la tête de cette institution, essaie tant bien que mal d'informer, de renseigner et de rassurer les populations au travers des actions qu'ils mènent à l'intérieur du pays, à la télévision, à l'Assemblée nationale, en France ou en truc, où il a un micro ouvert pour poser toutes les questions concernant les difficultés ou les points durs que nous avons à faire. Et pour nous, le RHDP, on ne pense pas que c'est la candidature du président qui crée le problème, c'est que c'est l'interprétation aujourd'hui qui crée le problème. Parce que la décision qui a été prise, nous avons une décision de justice qui a été prise en Côte d'Ivoire à l'encontre du président Laurent Gbagbo. Et c'est de cette décision que découle aujourd'hui les positions. Dans la deuxième partie de notre émission,
vous vous dites, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour 2025, tout se passera très bien. Bon, pour moi, pour l'instant, c'est mettre la charrue un peu avant les bœufs, attendons de voir. C'est vrai qu'on peut se poser des questions par rapport à ce qui s'est passé, mais pour l'instant, je pense que il n'y a pas à s'inquiéter, tout se déroule correctement, et lorsque l'enrôlement va se faire, tout le monde aura la latitude de pouvoir s'enrôler et voir un peu, utiliser tous les recours en sa possession pour pouvoir les transférer devant qui de droit. Toto Jérôme Baloubi, vous appelez à des réformes, mais pas n'importe quelle réforme. Absolument. La première dame, enfin l'ex-première dame que nous venons d'écouter, Simone Yves Gbagbo, rejette carrément la CEI. Elle veut même plus de la CEI. Elle veut un organe neutre pour organiser les élections en Côte d'Ivoire, mais pas de la commission électorale. Ce n'est pas radical comme position. Non, mais quand vous dites CEI, initialement, originellement, c'est la commission électorale indépendante. Oui. Nous trouvons au MJC qu'elle n'est pas... Il n'y a pas que nous, d'ailleurs. Mon camarade de gauche l'a dit tout à l'heure. Cette CEI n'est pas justement indépendante. Elle est inféodée au pouvoir. Et c'est pour ça que nous appelons de tous nos voeux la mise en place d'un organe véritablement indépendant. Parce que qu'est-ce qui se passe? La CEI actuelle est composée essentiellement de représentants de partis politiques. Ce que le MJC ne souhaite plus. Mais dans tous les pays africains, c'est comme ça. Hein. Oui, mais pour nous, ce n'est pas normal. Si elle est indépendante, elle doit être indépendante. Donc, elle l'a dit. Il faut un organe où il y a vraiment des personnes qui sont unanimement reconnues pour leur intégrité, leur probité, qui puissent donc véritablement mener le système électoral. Parce que le système électoral, il n'y a pas que les élections. Il s'agit ici de l'intérêt de la Côte d'Ivoire entière. Et pour cela, nous appelons donc des réformes. Et ces réformes-là, depuis 2010, quel est le problème dans l'élection présidentielle notamment? Mais le problème, c'est la commission électorale indépendante. Alors, M. Baloubi, peut-être que vous jetez là les bases d'une idée qui peut faire école sur le continent. Pourquoi pas? Mais clarifions les choses. Vous dites, ceux qui siègent actuellement au sein de la CEI, on les renvoie, on dit, allez, rentrez chez vous parce que vous êtes des militants de partis politiques. Nous voulons des personnes qui garantissent la neutralité, la sincérité, et l'impartialité et la transparence. Oui. Ces gens-là, on les trouve où? Ben, il y en a en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes. Il y a des gens neutres en Côte d'Ivoire. Oui, il y a des gens qui n'ont aucune obédience politique. Oui, en tout cas, qui ne l'affichent pas. Mais il y a quand même des personnes. Nous avons vu, sous le général Gueye, il y a quelqu'un qui a dirigé une commission électorale, qui l'a fait correctement. Monsieur, comment ça s'appelle? Honoré Gueye. Et ça s'est bien passé. Ah, c'est la présidence qui vous pose problème. Non, ce n'est pas la présidence. Je veux dire, Gueye avait une équipe. De la CI. Non. C'est toute l'équipe. Oui, c'est toute l'équipe de Honoré Gueye. Quand je dis Gueye, ce n'est pas lui seul, c'est toute la commission qui a fait son travail. Et ce sont ces genres de personnes que nous voulons. Vous avez vu que Honoré Gueye, il est ivoirien, il n'est pas venu d'ailleurs non plus. Jérôme Baloubi Toto, concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à la CEI actuelle, de façon concrète? Ok, vous dites qu'ils sont politisés, ils ne sont pas neutres. Mais ça se traduit par quoi, concrètement? Mais ça se traduit par, comme mon camarade de gauche l'a dit tout à l'heure, ça se traduit par la composition de la commission électorale elle-même. Les commissaires, il y en a 630, il y a 620 qui sont militants du RHDP. Mais ça, c'est connu. Et regardez les prises de position dans tous les débats. Le problème, aujourd'hui, par exemple, là, le président cubain est passé à l'Assemblée nationale, il y a des choses qui ont été relevées. Oui, on va relever, voilà. on va revenir. Donc, je veux dire, la CEI... Mais les chiffres que vous avancez, franchement, moi, je n'ai pas la possibilité de les vérifier. On a un représentant, enfin, un sympathisant. Vous avez la possibilité de vérifier. RHDP. Vous pensez que ces gens-là ont été désignés sur la base de leur carte de parti politique? Oui. C'est sur la base de l'appartenance? Oui. Parce que la composition, il y a le président de la République qui désigne des gens, il y a les partis qui désignent des gens. Mais c'est connu, c'est reconnu par la population entière. Le problème de la Côte d'Ivoire au niveau des élections, c'est le système électoral. Ah, d'accord. C'est le système électoral. D'accord. Toutes les crises depuis 2010, c'est le système électoral. Quand vous dites système électoral, oui. Moi j'entends à la fois les organes en charge de l'élection, absolument, le découpage électoral, tout ça. Et la question de la liste électorale. La liste électorale. La sécurité des urnes, la sécurisation des urnes aussi, tout ça fait partie justement de la question du système électoral. Le système électoral, c'est un ensemble.
évidemment, réformer ce système va induire forcément une réforme de la Constitution parce que nous sommes allés loin dans les propositions que nous faisons au gouvernement. Salif Koné, oui. Il demande un dialogue pour parler de tout ça. Oui. Nous sommes à moins de 12 mois Oui. de cette présidentielle. Pour l'instant, c'est pas possible. Je pense qu'aujourd'hui, la thématique qui soulève aujourd'hui peut avoir une oreille attentive. Mais je pense que ce n'est pas à 12 mois des élections qu'on va venir rajouter encore une commission pour pouvoir essayer d'analyser, prendre, si ça peut passer. La paix. Oui, dans ce cas, si nous demandons, si le RGP dit aujourd'hui, compte tenu, nous on est prêt à vous entendre, mais on va reporter les élections à une date intérieure pour qu'on puisse mettre à plat toutes ces réformes-là, pour qu'on puisse mettre des commissions de travail, des groupes de travail. Est-ce que demain, ils ne vont pas nous dire que nous devons respecter la date électorale et être aussi dans le truc? Parce que on ne peut pas aujourd'hui faire la révision de la liste électorale. Parce qu'on considère qu'un mois, c'est trop court, on n'a pas assez de temps. Un an, c'est pas assez. Le problème de l'inscription de ceux qui ont été 11 000 personnes qui ont été enlevées de la liste électorale qu'il faut réviser. Tous ceux qu'on doit réinscrire sur la liste électorale avec tout ce qui s'est passé. Tous les morts qu'il y a sur la liste voilà, électorale. tout ça, je ne pense pas qu'aujourd'hui, et bon, je pense que le frère en face, en mettant la probité des agents de la CEI ou un truc, parce qu'ils appartiennent à un parti politique, je pense que c'est un peu arbitraire. Je considère que ce n'est pas la CEI qui est le problème, ça peut être des individus, parce que l'institution en elle-même est faite par tout le monde, mais je peux accepter ce qu'il veut dire, mais je ne conçois pas que parce qu'on a tant de personnes qui ont été nommées par les membres, forcément, ils n'ont pas de moralité et ils sont incapables de donner un jugement de valeur. Ce que vous êtes en train de dire là, Salif Koné, pourquoi le pouvoir ne crée pas les conditions du dialogue, tout simplement, même si c'est pour un jour ou une semaine, pour écouter les demandes, les revendications et dire ça, je peux satisfaire ça, je ne peux pas le satisfaire. Oui. Pourquoi cette oreille sourde? Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, tout ce que j'entends et que je vois, je ne vois pas d'acte palpable. Je ne vois pas le PPACI ou quel que soit le parti qui vient, qui envoie un courrier de façon officielle. Ah si, c'est fait, monsieur. De façon officielle, avec la communication qui va avec. C'est fait. Avec la communication qui va avec. Le courrier est déposé d'accord, auprès des autorités. pour dire, nous voulons... Depuis longtemps. Nous voulons... Voilà, le problème, il est là. Non, mais il est déposé. Vous pouvez vérifier. On a le problème, il y a même le 21 septembre, il y a eu... il n'y a pas longtemps, hein, nous sommes le 16 octobre. Toutes ces propositions, nous les avons déposées. Mais ce que je veux dire, et là où M. Koné m'inquiète, quand il dit qu'on n'a pas le temps, non, il ne s'agit pas d'élection simplement. Il ne s'agit pas d'élire un président de la République. Il s'agit de l'avenir de la nation. Je veux dire, ça mérite bien que celui qui est au pouvoir accepte de discuter avec les autres Ivoiriens. Oui, mais moi, je suis complètement d'accord avec vous pour discuter, mais la preuve, on discute avec vous. La révision ne peut pas se faire. Mais non, normalement, chaque année, la révision devait se faire. Oui. Mais voilà. Ça, c'est le législateur ivoirien. C'est le législateur. Notez qu'en 2019, en 2021, en 2023, il n'y a pas eu de révision. Est-ce que c'est la faute aux partis qui sont dans l'opposition? Non, mais pourquoi, la question que moi je dis, s'il n'y a pas eu de révision, est-ce que pendant tout ce temps-là, l'opposition était où? Pourquoi ça a un an? Pourquoi ça a un an des élections? Non, je suis d'accord avec vous. Oui, mais vous êtes vent debout aujourd'hui. Il y a un exécutif en Côte d'Ivoire. Oui, vous êtes vent debout aujourd'hui. Il y a un exécutif en Côte d'Ivoire qui est chargé de faire appliquer les règles fondamentales. Oui. Et les règles fondamentales disent que chaque année, il doit se faire une révision de la liste électorale. Avec qui? Bien sûr, c'est Cubain qui reçoit les milliards pour ça. Oui, c'est M. Cubain qui reçoit les milliards pour ça, pour le faire. Oui. Et les milliards disparaissent et le travail n'est pas fait. Non, moi, je ne peux pas vous laisser dire les milliards ils disparaissent. Mais il y a des milliards qui sont prévus pour faire les révisions. Comment vous pouvez dire que ça disparaît? Le mécanisme se passe comment? Voilà, c'est ça la question. Le mécanisme de révision des listes électorales. Ça incombe la CEI. Qui doit être, chaque année, il doit avoir un décret du président de la République pour que la révision se fasse. Si elle n'est pas faite, ce n'est pas de la responsabilité des partis politiques. C'est de la responsabilité qu'elle n'est pas faite? Comment? Alors, si elle est faite, comment on fait pour savoir qu'elle a été faite ou elle n'a pas été faite? Quand c'est fait, on le sait. En ce moment, nous savons que par décret, il est décidé
que la révision de la liste électorale aura lieu du 19 octobre jusqu'au 10 novembre. Donc, si ce n'est pas fait, on le sait. Mais et l'année dernière, il n'y en a pas eu. Et M. Kubert lui-même l'a reconnu sur un plateau de TV5 pour dire effectivement ça n'a pas été fait. Alors, rappelons... Mais quand le décret est fait, la CEI informe les partis politiques. Donc on le sait forcément. Voilà, un décret de révision de la liste. Alors, rappelons quand même que le principe, le législateur ivoirien est très intelligent. Pourquoi ça doit être annuel? Parce que chaque année, il y a des Ivoiriens qui l'année précédente avaient 17 ans et qui acquièrent la majorité et qui donc acquièrent le statut d'électeur et d'être éligible. Et il y a aussi des électeurs qui meurent, qui décèdent. Donc il faut effectivement actualiser en permanence la question, la liste électorale. La question maintenant, c'est de savoir pourquoi ça n'est pas fait chaque année. Moi, je pense que je suis un peu... dubitatif par rapport à ça, parce que je ne vais pas me mettre... Je ne vais pas me mettre à la place de M. Kubert aujourd'hui, parce que je ne suis pas un représentant du parti. Je ne suis qu'un sympathisant, et on l'a annoncé ici. Donc, ce que je dis, ça n'engage que moi, déjà dans un premier temps. Je conçois avec vous que la loi demande à M. Kubert, à la CEI de renouveler les trucs. C'est quelque chose de factuel, c'est dans la loi, je suis d'accord avec vous. D'accord? Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi les partis politiques ne sont pas là? Je pense que les responsabilités et les torts sont partagés depuis des années. Cette même CEI qu'on utilise ici a été utilisée à d'autres fins, mais tout dépend de comment on fait la lecture et de quel côté on se met. Aujourd'hui, il est plus facile de verser de l'huile parce qu'on est de l'autre côté de la barrière. Je pense qu'il y a des gens qui font des critiques aujourd'hui qui peuvent être constructives, que je le conçois. D'accord? Mais je pense qu'aujourd'hui, le socle commun aujourd'hui, c'est que, comme l'a dit l'ex-président, c'est de partir à des élections libres, transparentes, et qu'on ait de moins d'Ivoiriens qui meurent. Voilà la question fondamentale. C'est très intéressant. Et ce que dit Salif Koné, parce que ça soulève la question de la praxis politique, pas seulement du temps du président Alassane Ouattara, mais depuis toujours. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais on reviendra dans la deuxième partie. Non, mais Richard, ne dites pas ça parce qu'il s'agit du temps présent. Oui, d'accord. Voilà, donc, si vous rappelez non, aujourd'hui, il y a un pouvoir en place, c'est dirigé par le RHDP. Oui. C'est pour ça qu'on pose le problème au RHDP. Ça aurait été un autre parti, qu'on serait dans la même situation, on aurait posé le même problème. Absolument. Donc si on repart en arrière pour échapper à ses propres responsabilités, c'est trop facile. Côte d'Ivoire, pour que les choses changent, ce n'est pas pour continuer ce qui était mauvais. Tout le monde est d'accord sur ce point-ci. On est d'accord. Et comme on est d'accord sur ce point précis, on marque une courte pause, on prend une gorgée d'eau et on revient dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de notre émission, dont le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire qui tient sa présidentielle en octobre 2025. Justement, l'un des sujets de crispation à un an de cette présidentielle en Côte d'Ivoire reste la candidature de l'ancien président Laurent Gbagbo, rayé des listes électorales depuis 2018. Alors, l'ancien président Laurent Gbagbo sera-t-il autorisé à compétir en octobre 2025? On écoute à ce sujet Ibrahim Koulibaly Kubiet, le président de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. La question relative au président Gbagbo. Alors, le président Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. À quand son inscription sur la liste électorale? Bon, je suis toujours embêté parce qu'on personnalise un peu ce débat. C'est vrai que le président Gbagbo n'est pas n'importe qui, mais ils sont bien nombreux les Ivoiriens à la suite de la déchéance de leurs droits civils et politiques qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Vous savez, ce n'est pas moi, c'est vous qui avez dit à l'article 6, 5 et 6, non, 3 plutôt,
que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut 4 conditions. Être ivoirien, avoir 18 ans, juge de ses droits civils et politiques et s'inscrire sur la liste électorale. C'est seule la satisfaction de ces 4 conditions qui vous confère la qualité d'électeur, qui est la carte qui vous autorise à participer aux élections. Ce n'est pas de mon cru, c'est de vous. Il se trouve qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous écrivons à la justice. Donnez-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Le président Gbagbo, comme tous les autres, se trouvait sur cette liste. La commission électorale a tiré les conséquences. C'est vrai. Il semblerait qu'en politique, il faut jouer au billard. C'est-à-dire, la balle qu'on tape n'est pas celle qu'on veut, c'est celle qu'on tape va taper, c'est celle-là qu'on veut. C'est vrai que vous voulez passer par la commission électorale indépendante pour porter haut votre revendication. Mais je vous le dis, autant que faire se peut, pour ce qui me concerne, le président Gbagbo, comme tous les autres, ne peuvent être sur la liste électorale lorsqu'ils vont jouir de leurs droits civils et politiques. Et pour ce faire, quand ils sont condamnés, soit ils purgent la condamnation, soit l'infraction sur la base de laquelle ils ont été déchus de leurs droits civils et politiques disparaît par la voie de l'amnistie. Il se trouve, professeur, que vous aviez dit tout à l'heure, qu'il y a une ordonnance de 2018 qui amnistiait le président Gbagbo. Alors, je vais vous lire cette disposition afin que nul n'en ignore. Bénéficient d'une amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011 à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale ainsi que les militaires et les membres de groupes armés. En 2018, pendant que cette loi était prise, cette ordonnance était prise, le président Gbagbo était devant la juridiction internationale. Mais toute chose dite, il faut retenir qu'il ne ressortit pas à la commission électorale indépendante de statuer sur l'état d'un citoyen. Si le ministère de la Justice constate que le président Gbagbo ne mérite plus d'être sur la liste des personnes déchues, le ministère va saisir la commission électorale indépendante et nous allons aviser. On aura failli lorsque sur cette liste, il y a des personnes qui n'y figurent pas et que par notre propre mouvement, on les a radiées par notre fait. Mais tant qu'il sera sur cette liste, c'est vous qui allez me reprocher de le remettre sur la liste électorale alors qu'il ne mérite pas d'y être. Donc voilà. Nous sommes tenus par la rigueur de la loi dont vous êtes les initiateurs. Salif Koné, j'ai dit dans la première partie de notre émission qu'il fallait qu'on soit sérieux, rigoureux, donc disons les choses, ayons un regard rigoureux sur les choses. Nous venons d'écouter Ibrahim Koulibaly, Kubiet, le président de la CEU, qui s'exprimait devant la représentation nationale, donc devant des élus du peuple. Et ça suppose qu'il faut une certaine poursuite, il faut être rigoureux, il faut dire les choses de façon sérieuse. Alors il dit deux choses qui montrent qu'on est plus dans la politique que dans le droit. En 2018, dans le cadre de la révision de la liste électorale, nous avons écrit à la justice pour demander la liste des personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Tout à fait. 2018. Oui. Mais il n'explique pas la représentation. Pourquoi il n'explique pas la représentation nationale? Pourquoi il ne fait pas la même démarche maintenant? Il attend que ce soit plutôt la justice qui lui écrive par rapport à Laurent Gbagbo. Est-ce que depuis 2018, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale? C'est incompréhensible, son discours. Pour ma part, je pense que chaque année, oui, M. Kubiet, via le ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, demande la liste de ceux qui seront exclus de la liste électorale parce qu'ils ont perdu, et d'après ce que nous avons entendu, il y a plus de 11 000 Ivoiriens aujourd'hui, face à la justice, qui ont pris des décisions qui ne leur permettaient pas d'être inscrits sur la liste électorale. Il a signifié aussi lors de son allocution, disant que la loi n'a pas de spécificité
sur l'individu. Oui, bien sûr. Donc, le planteur, le petit vendeur d'arachide qui commet des délits a les mêmes droits devant la coupe, devant la CEI que le président avant. Oui. Donc, on en fait un chasseur d'os parce que le président Gbagbo n'est pas n'importe qui, c'est qu'on le comprend. Je pense que c'est une interprétation. De quoi? D'accord, juridique, entre l'opposition et la CEI. Parce que tout le monde se renvoie la balle. D'accord? Et je pense que la seule personne crédible aujourd'hui, si le président de la République n'arrive pas à s'inscrire, parce que là, on est en train de polémiquer sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Lorsque l'ouverture, selon la Constitution, pour s'inscrire sur la liste électorale, va se présenter, et que le président Laurent Gbagbo ira déposer ses dossiers pour être enrôlé ou pas, on verra si oui ou non il va être inscrit ou pas. Si ce n'est pas le cas, il a le droit de saisir le Conseil constitutionnel pour dire « je ne suis pas d'accord avec la décision de la CEI parce que l'interprétation qui est donnée n'est pas correcte conformément à la loi ». Là, on est en 2024. Oui. Pourquoi la démarche qu'il a menée en 2018, pourquoi il ne la mène plus? Pourquoi il n'a pas mené cette démarche maintenant pour nous expliquer? S'il avait dit « nous avons écrit au ministère de la Justice », pour recevoir la liste des personnes déchues de leurs droits civils et politiques, nous attendons. Là, au moins, on aurait compris, effectivement, il attend que ce soit plutôt la justice qui décide par rapport. Et donc, lui, il a fait la démarche. Mais la démarche de 2018, il ne la refait plus. C'est ça qu'il ne se comprend pas. Oui, ni en 2019, ni en 2021, ni en 2023. Et on est en 2024. Et il dit, c'est à la justice de nous dire... Comme si rien n'a changé. Mais c'est curieux, non? Oui, ça peut paraître curieux dans la manière dont M. Q présente les choses. Mais comme je dis, moi, je ne suis pas constitutionnaliste pour pouvoir essayer de démanteler ça. On a eu les avocats de la partie adverse qui sont venus sur des plateaux expliquer le préambule pour dire que nous sommes dans une liste électorale provisoire et non définitive, qu'aujourd'hui, la CEI n'a pas compétence de rejeter l'inscription du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui sur la liste électorale, parce que l'article 5 de la CEI dit qu'il a le droit de s'inscrire, et c'est après le recours qu'une autre personne, quelqu'un peut dire, monsieur Laurent Gbagbo, ne figure pas parce qu'il a été condamné par la justice. C'est un problème juridique, et que moi, je ne vais pas vouloir m'aventurer dedans parce que je n'ai ni la compétence ni la qualité de pouvoir le faire. Sauf que, Pascal Logbo, la seule personne qui a son intérêt en jeu dans toute cette polémique, c'est Laurent Gbagbo que vous représentez à cette table. Avez-vous déjà entrepris une quelconque démarche en vue d'une réinscription du nom de l'ancien président Laurent Gbagbo sur les listes électorales? Parce que ce n'est pas au président Kubiet de se substituer à Laurent Gbagbo aussi. Hein. Il faut respirer les choses. Je pense que c'est incongru de ne pas inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et quand on parle de ce fait-là, je me pose plusieurs questions. Pourquoi le citoyen libre Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? C'est un tort qu'on lui fait et c'est une grave injustice qu'il faut corriger le plus tôt possible, sans qu'il n'en fasse même une démarche. Non. Il faut revenir sur ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, quelque chose de très simple et de très pertinent au départ. C'est parce que je rejette d'abord la condamnation du président Laurent Gbagbo à 20 ans. On ne va pas refaire ce débat. Non, c'est le débat qu'il faut. Monsieur Logbo, c'est le débat qu'il faut faire. On n'est pas devant la justice ivoirienne. Non, bien sûr, parce que d'abord, je mets en cause cette justice. Quand on parle aujourd'hui de condamnation du président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il aurait été jugé, mais par quel tribunal? Non. L'ordonnance d'amnistie de 2018 que le président Kubiet évoque dans l'élément dit sont exclus les personnes qui sont devant des juridictions internationales. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, alors devant la CPI, ne pouvait pas bénéficier. Ce n'est pas la condamnation à 20 ans de Côte d'Ivoire qui est le problème. Donc maintenant qu'on est en 2024 et que Laurent Gbagbo a entre-temps été acquitté, vous pouvez légitimement poser la question pourquoi il n'est pas réinscrit. Là, de ce point de vue, on peut entendre. C'est ce que nous sommes en train de dire. Mais ne commencez pas à condamner la justice ivoirienne. Je la condamne déjà parce que quand on parle de Laurent Gbagbo qui n'est pas sur la liste électorale,
quand on parle de Laurent Gbagbo qui a été déporté à la CPI, acquitté, sa réinscription sur la liste électorale devait être automatique. Parce que la Côte d'Ivoire était informée, la Côte d'Ivoire qui a transporté, qui a déporté le président Laurent Gbagbo, un citoyen, devant la Cour pénale internationale qu'il a acquitté. Et en 2021, récemment, 2023, récemment, avant les élections locales, le président Laurent Gbagbo a fait une nouvelle démarche pour s'inscrire sur la liste électorale. Laquelle? Sur la liste électorale de Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui lui a été répondu? Sa démarche a été rejetée par la CEI. Au motif du fait qu'il est condamné à 20 ans de prison. Voilà. C'est pour ça, pour en parler, je reviens d'abord, je dénonce d'abord le procès arbitraire qu'il a condamné à 20 ans de prison. Sinon, la démarche a été déjà faite. Ce n'est plus la présence devant une juridiction internationale qui est l'obstacle, mais la condamnation à 20 ans de prison. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis le pied dans les plats. Pour dire que la CEI ne veut pas l'inscrire sur la liste électorale parce qu'il aurait été jugé par un tribunal qui n'avait aucune compétence à le juger. Parce qu'un ancien chef d'État, il n'est pas jugé par n'importe quel tribunal ordinaire. Et puis une affaire pénale, le président Gbagbo étant devant la CPI, ne peut pas être jugé en Côte d'Ivoire à son absence. Ça, c'est de deux. Donc, pour nous, aujourd'hui, notre chef, notre leader étant acquitté par la CPI pour toutes les affaires qu'on lui avait reprochées, il est acquitté, c'est un citoyen libre, avec lequel nous avons créé notre parti, le PPACI, et dont il est président du parti. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui n'a pas ses droits civiques avoir un récépissé de parti politique? Ah non, ça vous engage. C'est vous qui l'avez désigné président et candidat pour la présidence. Et vous savez très bien qu'au moment où vous le désignez, il n'est pas inscrit sur la liste. Parce que justement, l'administrateur, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, est en porte-à-faux avec lui-même. Il ne peut pas transférer le nom de Laurent Gbagbo qui n'a pas ses droits civiques devant la CEI et puis en même temps lui délivrer un récépissé de parti politique qui porte son nom. Pourquoi? Mais parce que c'est le droit qui le dit. Tout à l'heure, il a cité 4 conditions pour être sur la liste électorale. Oui, mais il n'y a pas la condition de parti politique. Mais il faut jouir d'abord de ses droits civiques pour créer un parti politique en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc voilà ce que nous sommes en train de dire. C'est vrai que c'est incongru, effectivement. C'est incongru. La situation est un peu bizarre. Nous disons ici que le président Laurent Gbagbo est victime d'une démarche politique qui cherche à écarter un candidat qui fait peur. Et ce que nous demandons ici. Il fait peur par rapport à quoi? Parce que c'est le plus populaire en Côte d'Ivoire. Comment vous le savez? Parce qu'il a gagné les élections en 2010. Excusez-moi, on est en 2024. Là. Aux dernières nouvelles, on est en 2024, oui. Monsieur Logbo. Et c'est le même Ouattara qui est en face en 2024. Si on l'a gagné en 2010, après une gouvernance aussi catastrophique, mais en 2025, on va le battre dans les urnes. C'est pour ça qu'il ne veut pas inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Pensez-vous? Oui, je le pense. Quand vous dites, vous parlez de qui? Moi, je suppose que le président n'a pas... il a la Côte d'Ivoire à diriger, il ne se mêle pas de ces questions qui sont des questions subsidiaires. Il est au-dessus des institutions. Ou bien je suis naïf à le penser. Pas forcément, il est au-dessus des institutions, mais en même temps, il est partisan parce qu'il est président des partis politiques. Ben oui, mais tous les présidents qui ont été là, aujourd'hui, le président Gbagbo, il était président de la République aussi. C'est la Constitution qui l'interdit. Oui. Quand le président Gbagbo était président du FPI, mais après son élection, il a cessé d'être le président du FPI, il a plutôt remis le tabouret du FPI au président Afin Guessan. C'est la Constitution qui le dit. Pourquoi? Le fauteuil, pourquoi tu parles de tabouret? Bon, c'est tabouret, on connaît en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je veux bien. Mais aujourd'hui, on ne va pas regarder dans le rétroviseur parce que vraiment, ça a été désastreux. Il y a beaucoup de gens, quel que soit... se projette si on n'a pas de quel que soit ce qui s'est passé, tous les partis, dans tous les clans, il y a eu des victimes parce que la guerre, une fois qu'elle commence, on ne sait pas quand elle va comme ça. C'est vrai. On est d'accord. Vous savez, quand il y a eu un procès... Aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Sincèrement.
Nous, ici, sur ce plateau-là, quand on vient discuter ici, on essaie d'avoir un débat qui soit constructif, qui soit moins agressif, qui soit dans la vision, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous entendent. Absolument. On est totalement d'accord. On est d'accord, nous tous dessus, parce que c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire qui va primer. Donc, nous, notre intervention que nous devons avoir ici, même si nous ne partageons pas les mêmes points de vue. Totalement d'accord. Salif connaît, on est totalement d'accord. J'aimerais que la décision de justice que vous mettez aujourd'hui, qui est l'épine dans le pied de M. Cuibert. Parce que la lecture qu'on peut faire, soit on se contente de dire il y a une décision de justice qui a été donnée, moi, la justice m'a dit, le président de la République est déchu de ses droits civiques, moi je ne peux pas l'inscrire sur la liste électorale, c'est de la facilité. Oui, absolument. On est d'accord. On est d'accord. Moi je peux avoir cette posture-là et je ne bougerai pas parce que je ne suis pas le ministre de la Justice, je ne suis pas le juge, je peux me contenter de ça. Mais je pense qu'il y a eu des précédents comme ça en Afrique plusieurs fois, où c'est des décisions politiques qui sont fortes. Absolument. Et je pense que ces décisions politiques-là, je finis, demandent à ce que, quand on demande quelque chose, ou bien quand on soumet quelque chose, souvent on a raison dans le fond et puis on a tort dans la forme, parce que l'interlocuteur en face ou la méthodologie pour amener la requête devant la personne à discuter n'est pas la bonne. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous arrivons à discuter ici, souvent, à l'intérieur des partis, c'est de choisir les bons interlocuteurs qui ne sont pas forcément les chefs du parti pour pouvoir amener ce dialogue social pour qu'ensemble, on puisse trouver la solution dans l'intérêt de la Salif Koné, votre propos est très clair, mais avant qu'on ne marque une coup de pause, Toto Jérôme, Baloubi, tout ça va finir comment? Quel est le regard que vous posez sur cette question de droit pour Laurent Gbagbo d'être inscrit sur la liste électorale et d'opposition qu'on fait à Laurent Gbagbo par rapport à sa condamnation? Ça va finir comment? Écoutez, moi, je voulais juste faire une remarque. Quand M. Cuibert dit, M. Gbagbo, c'est vrai, c'est un citoyen comme les autres, mais M. Gbagbo n'est pas un citoyen quelconque. Laurent Gbagbo a fait des sacrifices dans l'intérêt de ce pays. C'est dans ce cadre-là que son pouvoir a été attaqué par une rébellion, il a accepté de discuter avec cette rébellion. Il a accepté de former un gouvernement avec des rebelles pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Même ministre de la Défense. Il est allé tellement loin pour l'intérêt de ce pays-là. Laurent Gbagbo a été injustement accusé, inculpé, enlevé, amené à la CPI. Il a été lavé de tout cela. Mais enfin, qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus comme sacrifice pour que ce pays avance? Parce que c'est pour ce pays-là que Laurent Gbagbo a subi toutes ces humiliations. Alors, il a été blanchi par la CPI et là, on lui sort une condamnation de 20 ans. Et c'est pour ça que nous disons que c'est politique. Et c'est pour ça que je dis que cette CEI-là... Parce que quand j'ai entendu M. Cuibert à d'autres occasions, c'est comme s'il se délectait du fait que Laurent Gbagbo ne soit pas inscrit sur la liste électorale. C'est ça qu'il faut changer. Peut-être sa crédibilité. Mais c'est et ce manque de confiance que vous manifestez vis-à-vis de lui. Nous pensons que la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale devait être automatique. Dès l'instant où la CPI l'a blanchi, ça devait être systématique. Il a parlé de la loi de 2018. Laurent Gbagbo a été libéré en 2021. Il n'y a pas eu de révision en 2019. Il n'y a pas eu de révision en 2021. Il n'y a pas eu de révision en 2023. Et maintenant, là, on nous annonce une révision en un mois. C'est tout cela que nous ne voulons pas. Nous disons que si nous mettons vraiment l'intérêt de la Côte d'Ivoire au-dessus de nos intérêts partisans, Laurent Gbagbo doit être inscrit sur la liste électorale, comme Blé Goudé. Blé Goudé aussi a été blanchi. Parce qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais Blé Goudé également n'est pas sur la liste électorale. Ça doit se corriger si on travaille, si tant est qu'on travaille vraiment pour l'intérêt des Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous demandons un dialogue. Nous demandons un dialogue franc, avec le pouvoir en place. L'intérêt de la Côte d'Ivoire le commande. La vie des Ivoiriens le commande. Il y a eu trop de dégâts, il y a eu trop de morts, il y a eu trop d'emprisonnement. Ça continue. Ça doit cesser si on veut vraiment faire avancer la Côte d'Ivoire. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de notre émission dans le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire qui tient sa présidentielle en octobre 2025. Un nouvel invité m'a rejoint, Bernard Oudin. Vous êtes le conseiller spécial de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Justement, nous parlions de lui dans la deuxième partie de cette émission, notamment pour évoquer la question de sa réinscription sur les listes électorales. Vous savez que celui dont vous êtes le conseiller n'est plus électeur ni éligible aujourd'hui. Il n'a pas pu bénéficier de l'ordonnance d'amnistie prise en 2018 par le président Alassane Ouattara. Le débat est donc, la question se pose aujourd'hui de ce qui va advenir de lui par rapport à la présidentielle d'octobre 2025. Quel est votre avis sur la question? Je dirais d'abord qu'il n'y a pas de débat. Le débat est clos le jour où Gbagbo a été acquitté à la CPI, que ce soit en instance ou en appel. Parce que vous parlez de la loi d'amnistie du 6 août 2018. Oui. C'est une loi d'amnistie sur des faits qui donc n'existent plus. Et les gens qui étaient soi-disant responsables des faits ne sont plus responsables de rien puisque les faits ont disparu. Je résume. Donc, M. Koné-Katinan, par exemple, ou M. Désiré Dallo, qui était ministre des Finances, ont été amnistiés. Et aujourd'hui, on ne peut même plus faire état de ça dans quoi que ce soit, dans leur curriculum vitae, etc. Pour le président Gbagbo, c'est simple, parce que dans la même loi d'amnistie, il est précisé que pour le président Gbagbo, étant sous l'empire de la loi internationale dans sa position à la CPI, et en 2018, le premier acquittement n'avait pas été encore prononcé, et ça dépendait de la loi internationale. À partir du moment où Laurent Gbagbo a été totalement acquitté, que ce soit en instance ou en appel, la loi d'amnistie s'applique à lui en Côte d'Ivoire de façon absolue. Et il n'est même pas besoin de prendre un décret ou quoi que ce soit. Il rentre dans les règles Et tous les juristes professionnels vous diront la même chose. Et vous pensez que ce n'est pas le cas? Pourquoi? Non, je ne pense pas que ce n'est pas le cas. C'est le cas. Oui. Ce que je pense, c'est que les gens font de la rétention non juridique. Et pourquoi? Pour des raisons politiques, sans doute obscures, en imaginant qu'on va essayer d'empêcher Laurent Gbagbo d'être candidat. C'est vouloir empêcher l'eau de couler sous les ponts. Laurent Gbagbo sera candidat. Et je peux même vous faire une petite confidence personnelle. Je pense que Laurent Gbagbo, non seulement je pense, mais je suis certain qu'il sera candidat. Et je pense qu'en même temps, la commission électorale à venir ne sera pas présidé par M. Clivert Koulibaly. Ah bon? Ah ben, bien entendu. Parce que... Et à 1 an de la présidentielle? La présidentielle en Côte d'Ivoire en 2025, c'est sans doute l'événement le plus important que la Côte d'Ivoire va connaître sur les 25 dernières années. Bien sûr. J'en ai parlé souvent au président quand je le voyais dans les conditions que vous imaginez. Et je lui avais dit un jour, président, il n'y a qu'une solution. D'abord, vous serez acquitté. Deuxièmement, vous devez revenir à Abidjan pour être candidat et être président de ce pays, parce que vous êtes la seule personne qui peut faire le pont entre une période et une autre. Il m'avait dit à l'époque, j'ai été président 10 ans, il faudra voir les choses, mais d'abord que je sorte de cette prison. Il est sorti, et aujourd'hui, il est évident que le problème dépasse Laurent Gbagbo, le problème dépasse les aspects pratiques d'une commission électorale, d'une liste électorale, d'un enrôlement, etc. On est face à un événement historique. La Côte d'Ivoire a connu, c'est depuis, je mettrai le curseur, sur décembre 1999, quand Dédié est parti dans les conditions qu'on connaît. Alors, oui. Il s'est passé ça, il s'est passé la transition militaire, l'élection de Laurent Gbagbo en 2000. Et là, je voudrais faire une précision. J'entends souvent les gens répéter « Oui, mais même Gbagbo lui-même a dit qu'en 2000, l'élection était calamiteuse. Son élection était calamiteuse. » Ce n'est pas l'élection de Gbagbo qui a été calamiteuse. J'étais à Abidjan à cette époque-là et je pense que l'élection d'octobre 2000 en Côte d'Ivoire a été l'élection la plus libre, la plus correcte que le pays ait connue. La seule chose, c'est que Laurent Gbagbo a dit une phrase sur la calamiteux, c'était la situation du pays à l'époque. Après 10 mois de transition militaire et d'arrêt du pays. Moi, je vivais à Abidjan à l'époque, je peux vous dire, la Côte d'Ivoire, pendant ces 10 mois-là, c'était la foire d'empoigne. Vous pensez, vous faites une sorte de profession de foi, vous pensez que
le président Laurent Gbagbo doit rediriger la Côte d'Ivoire et vous semblez même dire que c'est le destin qui le veut. On peut mettre tous les noms qu'on veut autour et on peut dire il est le seul Ivoirien qui puisse faire le pont. Aujourd'hui... Bon, c'est pas très honorable par rapport aux autres Ivoiriens, il faut quand même... Non. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il faut prendre les choses très clairement. Oui. Tous les Ivoiriens sont des Ivoiriens dignes de diriger la Côte d'Ivoire. Pas tous, parce que malheureusement, on ne peut pas demander à tout le monde. Oui, on est d'accord. Oui. Il y a des gens qui sont capables de diriger la Côte d'Ivoire. Mais je dis, dans l'état où est la Côte d'Ivoire, dans la situation qu'a traversée la Côte d'Ivoire ces 15 ou 20 dernières années, je pense qu'il y a un seul homme qui peut faire le pont de ces deux périodes-là. Et cette personne-là transcende les partis politiques, transcende les générations. Ce n'est pas un problème d'âge, etc. Je vais faire un parallèle. Quand Nelson Mandela est sorti de prison en 1990, et qu'il est devenu président en 1994, il y avait d'éminents dirigeants de l'ANC avec lui, mais il représentait une figure tutélaire, et c'est lui qui a été... Parce qu'il y avait une sorte de destin. Et je pense que pour le président Gbagbo, c'est ne pas faire d'ombrage aux autres, mais si on prend... en plus, le président Bédi a disparu. Je pense que Laurent Gbagbo, c'est au-delà. C'est pour ça que c'est au-delà d'une profession de foi, etc. Et c'est très clairement dit dans votre livre Gbagbo, un homme, un destin, que vous avez écrit sur l'homme. C'était un petit peu dans l'optique de préparer les gens à ce qu'on va se retrouver. Au pouvoir. Il faut qu'ils reviennent au pouvoir pour remettre un peu de démocratie au vrai sens du terme dans ce pays. Parce que l'histoire de la commission électorale actuelle, c'est qu'on n'est plus dans la démocratie. Très bien. Écoutez, Salif Koné, il y a deux bonnes nouvelles dans le propos de Bernard Houdin. Il dit il est certain que Laurent Gbagbo sera candidat. Je ne sais pas d'où il tient l'information, mais c'est ce que tout le monde souhaite. C'est un scoop. C'est une primeur tout le monde souhaite. Et quant au président Ibrahim Koulibaly, cubiette de la CEI, et vous pensez qu'il ne sera pas non plus celui qui va conduire la présidentielle d'octobre 2025, mais comme il n'y a pas une boule de cristal ici, on va attendre que les choses se fassent très rapidement. Avançons et analysons le contexte actuel. Il est lequel? Il est que on ne sait pas encore si le président Alassane Ouattara sera candidat. Et nous sommes à 1 an de cette présidentielle. Il est difficile d'imaginer que notre Ivoirien, membre du RHDP, soit candidat à une élection alors qu'on ne le connaît pas. Les Ivoiriens ne le connaissent pas encore à 12 mois de cette élection. Oui, d'accord. Alors, moi, pour revenir un peu avec ce que M. Houdin a dit, je partage un point de vue vraiment total avec lui. C'est que l'élection 2025 sera l'élection la plus importante que la Côte d'Ivoire va connaître. Non pas parce que le président Gbagbo sera sur la liste, mais c'est la prise de conscience des Africains, des Ivoiriens, des enjeux qui vont se passer sur la vision que nous voulons et le destin que nous voulons pour notre pays. Pour la Côte d'Ivoire, absolument. L'orientation que nous allons prendre pour nos enfants dans les années à venir va se jouer sur ce virage-là. Donc, pour ma part, je pense que la personne qui va incarner cette vision des choses sur la stratégie, sur la préférence nationale, sur les enjeux qui vont se passer là, c'est cette personne-là, aujourd'hui, que l'ensemble des Africains va soutenir. Dans la mesure où l'ensemble des pays qui entourent la Côte d'Ivoire aujourd'hui sont dans une rupture totale avec la puissance coloniale, qui a une influence aussi sur la vision de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je pense que les enjeux que nous avons dépassent le problème de la personne du président Laurent Gbagbo, du président Alassane Ouattara, et touchent vraiment le cœur des Ivoiriens, parce que demain, nous ne voulons plus vivre dans ces conditions-là, et nous cherchons le leader qui est capable de nous accompagner vers cette ouverture d'esprit, ce contrôle de notre pays, parce que aujourd'hui, il y a plein de choses qui se disent, qui se font, et on n'a pas la solution. Je suis d'accord avec M. Houdin
par rapport à ça. Sur ce point, on partage le même point de vue. Donc nous sommes partie prenante. Parce que chacun doit se battre, chaque Ivoirien dans sa petite maison doit se battre pour que demain, on ait des jours meilleurs pour la sécurité des Ivoiriens. Je l'ai dit, vous êtes un sympathisant du RHDP. Et vous, comment vous positionnez-vous, ou du moins, c'est quoi votre regard sur la participation du RHDP à cette présidentielle, avec ou sans la candidature? Alors, moi, quand je prends du recul, aujourd'hui, l'analyse que je peux faire, je me rends compte que presque tous les partis politiques africains, francophones, je précise bien francophones, tournent autour d'un individu. Ça veut dire que vous prenez le PDCI, que vous prenez aujourd'hui le PPACI ou le RHDP ou un truc, tourne autour d'une seule personne. Et que si cette personne-là, au cours de la vie, venait à avoir un accident de la vie, le parti avait du mal à se remettre. Donc aujourd'hui, la vision que nous devons avoir, aujourd'hui, nous, jeunes Ivoiriens aujourd'hui, nous ne devons pas idéaliser un individu à la tête d'un parti, mais une vision de société pour dire, si demain, monsieur le président Alassane Ouattara ne doit pas être candidat, nous devons avoir à l'intérieur de ce parti-là une vie démocratique qui sont capables de former et de mettre des gens qui sont capables de le remplacer. Et que ça ne se passe pas comme avec des discours, parce que souvent, on a l'impression, excusez-moi du terme, qu'à part certains individus, il est incapable d'avoir des intellectuels qui sont capables de faire, comme M. Oudin le dit, vous dit que... Tout le monde fait ça en 2020. Oui, c'est pour cette raison que c'est aussi une réflexion. C'est aussi une réflexion qu'il faut avoir. Est décédé, je n'ai pas le choix. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quels que soient les partis qui sont ici, on doit penser dans la stratégie. Si Gbagbo n'est pas là, on fait quoi? Si Ouattara ne se présente pas, on fait quoi? Si Mme Yves Gbagbo ne se présente pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des lieutenants qui sont capables de pouvoir arriver et qu'on va idéaliser sur un seul individu, et si cet individu ne vient pas, on va faire la guerre civile? Et qu'à 12 mois de cette présidentielle, on ne connaisse pas encore le nom du candidat du RHDP, ça n'inspire aucune réflexion? À entendre les militants ou les membres du bureau politique, ou je ne vais pas avoir... On a l'impression de le dire que le peuple ivoirien a déjà choisi son candidat. On va dire ça comme ça. Donc, pour moi, il me semble naturel que, au vu des calculs aujourd'hui, le président Alassane Ouattara sera se présenter aux élections en tant que candidat du RHDP. Si on part de cette hypothèse, qui semble être aujourd'hui d'ailleurs la plus probable, d'ailleurs, parce qu'il est difficilement imaginable que quelqu'un sorte comme ça du chapeau à moins de 12 mois de cette présidentielle et dise aux Ivoiriens, je suis le candidat. Mais enfin, tout est possible, passons. Mais dans l'hypothèse, effectivement, que le président Alassane Ouattara est candidat, vous, Jérôme Toto Baloubi, vous évaluez comment aujourd'hui vos chances, vous, parti de l'opposition, PPACI, MGC, FPI, du moins ce qui en reste, COGEP et tout ça, comment vous positionnez-vous? Comment évaluez-vous aujourd'hui vos chances de remporter cette présidentielle face au candidat Alassane Ouattara? Écoutez, d'abord pour nous, le plus important, la première étape dans la présidente du MGC l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord mettre en place les conditions. Les conditions d'une élection juste, d'une élection transparente. Et ces conditions passent, je l'ai dit en introduction, passent par des réformes. Ces réformes-là, nous ne les demandons pas pour nous, nous les demandons pour la Côte d'Ivoire, parce que, je l'ai dit aussi, tous les problèmes qu'on connaît depuis 1999, c'est une question d'élection. Le système électoral pose problème en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, le dialogue le plus important dans un premier temps, c'est mettre en place ces règles-là. Et dans ces règles-là, il y a la qualité pour être candidat. M. Alassane est arrivé dans les conditions qu'on connaît en 2010. Il avait un mandat, normalement, selon les textes. Bon. Il a fait un deuxième mandat contre les règles du jeu. Il a même fait un troisième mandat. Il a fait un deuxième mandat contre les règles du jeu? Ben oui. Pourquoi? Ben parce que normalement, il a été un candidat exceptionnel par la signature du président Laurent Gbagbo, qui a pris un décret pour en faire un candiad exceptionnel. Mais une fois qu'il est candidat, il bénéficie des mêmes règles, deux mandats éligibles. Voilà. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Et donc,
pour nous, tout ça, ça fait partie des règles. Est-ce qu'il peut faire, selon la Constitution actuelle, est-ce qu'il a le droit de se présenter comme candidat? Ça, c'est à vérifier. Je n'ai pas tous les textes sous les yeux. Mais je veux dire, ce qui est important... Vous avez parlé de République en temps, hein, il faut en tenir compte aussi dans l'analyse. En fait. Sur le fond, pour nous, c'est d'abord les règles du jeu. Pour nous, ces règles-là passent par des réformes. Je l'ai dit, il y a le système électoral, il y a le listing électoral qui pose problème en ce moment. D'ailleurs, le débat est passé à la télévision, enfin à l'Assemblée nationale, où il y a 2 millions d'inscrits qui ne sont même pas ivoiriens. Donc, c'est autant de choses qu'il faut régler. Le découpage électoral qui est largement favorable aux partis au pouvoir. Mais il n'est jamais consensuel, un découpage électoral. Oui, mais il y a toujours... Oui, mais d'accord, mais je veux dire, il faut au moins des règles, un minimum de règles. C'est-à-dire, quand vous prenez un territoire qui est plus petit que l'autre, qui a peut-être 6 députés, alors que celui qui est plus grand en superficie et même en population en a 2, il y a un problème. Mais que tout le monde fasse campagne et que tout le monde se fasse élire, au fond. Si le découpage électoral est le même pour tous les candidats et pour tous les partis politiques, si vous pensez... Mais il n'est pas le même, justement, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que si vous prenez des zones du Sud, des villes qui sont plus importantes que certaines villes du Nord. Mais ça, c'est des faits aussi. Oui. Où tu as 6 députés pour 100 000 habitants, alors que... Donc, ceux du Nord sont favorisés par rapport à ceux du Sud? Oui, absolument. Mais allez faire campagne au Nord et les Ivoiriens du Nord vont vous élire. Oui, mais écoutez, vous savez comment se font les découpages électoraux? Bon, donc, ça, je ne dis pas que c'est un détail, mais c'est autant de choses importantes. Oui. Le système électoral, donc le découpage, le listing... Nous, on a demandé, en tout cas les partis de l'opposition ont demandé un audit de ce listing. Mais je comprends ce que voilà. Et donc, pour nous, c'est d'abord ça. S'asseoir avec le pouvoir en place sur les questions. Voilà, qu'on discute des conditions. Une fois qu'on se sera entendu sur les conditions, mais on va compétir. Bon. Et nous, dans notre démarche au niveau du MGC, nous pensons qu'il faut que l'opposition se mette ensemble. Si on veut aller à cette compétition. Y compris jusqu'à désigner un candidat unique. Si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, nous n'en voyons pas. Au MGC, nous ne sommes pas fermés parce que nous ne voyons pas l'histoire. Nous, notre vision de la Côte d'Ivoire, ça ne se limite pas à gouverner le pays seulement. C'est vrai, on veut être à la tête du pays. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Nous avons une vision de la Côte d'Ivoire d'ici 30, 40, 50, 100 ans même. Qu'est-ce qu'on veut de la Côte d'Ivoire? C'est pour ça que nous travaillons à cela. C'est intéressant. Et donc, pour nous, il est nécessaire que l'opposition se réunisse, se mette ensemble. Déjà, on a commencé au niveau de l'opposition avec la présidente Simone Gbagbo. On a mis en place une plateforme. Mais la plateforme, ce n'est pas pour l'instant une alliance politique pour les élections. La plateforme, c'est pour aller discuter avec le pouvoir en place, sur les conditions d'une élection correcte. Monsieur Bernard Oudin, vous êtes dans cet état d'esprit aussi. Alors, je ne vais pas vous verser dans de la dramaturgie, mais qu'est-ce qui se passe si le dialogue national n'a pas lieu? Il est très improbable d'ailleurs qu'il ait lieu. Si les exigences de l'opposition ne sont pas satisfaites, que les mois passent, que la présidentielle approche et que la présidentielle arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais revenir là-dessus parce que vous me parlez du scénario de l'apocalypse. Je voudrais d'abord terminer sur ce que j'ai dit par rapport au président Gbagbo et le destin. Je connais bien l'histoire et il y a un grand chef d'État qui a dit un jour « Les cimetières sont pleins de gens indispensables ». Donc personne n'est indispensable sur le long terme. Mais il arrive des périodes dans l'histoire où des personnes sont là pour faire passer d'une position à l'autre, d'une situation politique, etc., à l'autre. J'ai parlé de Mandela tout à l'heure. On est en France, sans le général de Gaulle qui va à Londres en 1940, la France ne serait pas là aujourd'hui où elle en est, elle n'aurait peut-être pas eu un siège à l'ONU, etc. Il y a des circonstances. Et là, je parlais, pour Laurent Gbagbo, des circonstances de la situation actuelle de la Côte d'Ivoire et du débat et je suis content que M. Koné dise que c'est effectivement une élection primordial pour l'avenir du pays. Et si tout le monde en a pris conscience, c'est déjà un premier point. Maintenant, puisque c'est une élection primordiale, il faut se donner les moyens, à tout prix, que chacun comprenne, et à commencer par tous les éléments d'une élection. Parce que les éléments d'une élection, ce n'est pas simplement la commission électorale ou le nom du président de la commission électorale. C'est d'abord la liste électorale, parce que ce sont les Ivoiriens qui votent. Bien sûr. Et il faut que la liste soit une vraie liste. Prends un simple exemple qui n'est pas politique. Vous avez tant d'habitants en Côte d'Ivoire, vous avez tant d'habitants au Niger. La liste électorale au Niger,
alors que les deux pays ont à peu près le même nombre d'habitants, il y a un tiers de plus d'électeurs au Niger qu'en Côte d'Ivoire. Pourquoi il y a cette différence? C'est parce que les enrôlements sont mal faits en Côte d'Ivoire. À côté de ça, vous avez des gens qui, effectivement, ne sont pas nécessairement des Ivoiriens. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle est issue aussi, comme tous les autres pays de la sous-région francophone, de l'AOF. Je parle en connaissance de cause, j'ai grandi dans l'AOF. Et à l'école, j'avais la carte de l'AOF au mur, et la Côte d'Ivoire n'était qu'une petite pièce de cette AOF. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, qui a été le miracle ivoirien sous Houphouët-Boigny, etc., il y a des dizaines de milliers, sinon de millions de personnes qui sont venues pour le travail, pour la suite, qui ont eu des enfants, qui sont devenus ivoiriens par le sol, etc. Donc on est un pays extrêmement mélangé, une mosaïque. Il faut que dans cette mosaïque, on retrouve qui est qui et qu'on fasse une vraie liste électorale. Et vous pensez que tout ça est possible, là, encore? Tout est possible à partir du moment où il y a des volontés et qu'on ne fasse pas ce qu'on essaye de faire sur le président Gbagbo avec cette histoire de non-éligibilité. Et il y a un autre élément, je vais rassurer M. Baloubi, c'est que là, on parle de l'élection présidentielle. Oui. Et l'élection présidentielle, heureusement, il y a une seule circonscription. Donc le découpage est réglé. C'est les frontières de la Côte d'Ivoire. C'est tous les gens qui sont à l'intérieur de la frontière. Après, il faudra voir ce que c'est au niveau des élections législatives, communales, etc. Mais le premier problème qui nous importe aujourd'hui, c'est qu'on a une circonscription unique, et que cette circonscription unique, il faut qu'elle soit voir qui est dedans, et si quelqu'un est bien dedans, qu'il n'y ait pas des mères de 500 enfants ou des dizaines de gens qui sont centenaires, etc. Donc il faut être très sérieux. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est un problème de responsabilité collective des uns et des autres. Et le pouvoir en place depuis 14 ans est responsable dans cette affaire-là. Responsable de quoi? Des listes électorales... il est le premier responsable parce que tout ça, depuis 14 ans, doit être entretenu d'une année sur l'autre, l'enrôlement, etc. Il doit y avoir un suivi. Même les années où il n'y a pas d'élection, les gens doivent pouvoir s'enrôler, comme on fait en France. En France, et une dernière chose, c'est qu'il va falloir gérer ce pays après octobre 2025, parce que le premier problème de la Côte d'Ivoire, c'est son endettement. Et on en parle comme ça. Et aujourd'hui, vous voyez le débat en France. Le président Alassane Ouattara a dit le 18 juin dernier, devant les deux chambres du Parlement ivoirien réunies, que la dette ivoirienne est maîtrisée. Elle est maîtrisée. Elle est passée de 5 000 milliards à 33 000 milliards. Si vous appelez ça une maîtrise, on va le payer pendant très longtemps, très très longtemps, quel que soit le président. Donc il faut quand même être sérieux. La maîtrise à ce niveau-là, c'est comme en France aujourd'hui. Avec l'argent qui a disparu dans le budget de l'État français, on est dans une situation dramatique. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette émission. On va espérer que l'appel de l'opposition à un dialogue soit entendu, que ce qu'on peut faire comme réforme soit fait, on va l'espérer, peut-être pas tout, mais soit fait, et qu'en 2025, on épargne les Ivoiriens des plaies, d'autres drames, d'autres morts. D'autres drames. Ce peuple a assez souffert comme ça, il n'aspire qu'à une vie tranquille et on peut... Monsieur Richard, sans vous couper, je pense que l'ensemble des Ivoiriens, pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, que vous preniez l'ensemble des Ivoiriens, je pense qu'on n'a pas de problème entre nous. Vous avez raison. Je pense que vous êtes allé en Côte d'Ivoire pour faire votre interview, vous avez regardé, vous avez circulé à Abidjan ou un truc, vous n'avez pas vu tout au long de votre séjour de l'hostilité vis-à-vis du voisinage ou un truc. Non, moi j'y vais régulièrement et je me rends compte qu'on n'a pas ces problèmes-là. Le feu vient toujours des politiciens et je pense aujourd'hui, on est d'accord sur ce plateau que ce qui nous unit, M. Audin, qui était au lycée classique, a grandi, qui est ivoirien, et moi, ça me fait plaisir d'avoir des gens issus d'autres communautés qui soient impliqués dans la politique avec une vision, une approche qui est complètement différente, et que c'est ça l'intégration aussi africaine, et que le débat ne doit pas se limiter que des Ivoiriens de père et des mères eux-mêmes nés Ivoiriens, ça n'a pas de sens. Ici, en France, voilà. Et M. Audin, ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui. Absolument. Que ces élections seront un tournant décisif. Absolument. Et que la solution aujourd'hui à ce qui nous réunit aussi, c'est une solution politique et non judiciaire. Absolument. Je terminerai avec ça, Richard. Le président Gbagbo a dit le 11 avril 2011, quand il a été arrêté, les gens se souviennent, la partie militaire de la crise est terminée, il reste à régler la partie civile. Le règlement de la partie civile, c'est octobre 2025. Et le président Gbagbo m'avait dit en prison
quand on aura réglé la partie civile, la Côte d'Ivoire sera tranquille pour les 50 ans à venir. Oui. Si vous prenez l'âge du président Gbagbo, vous rajoutez 50 ans, il ne parle pas pour lui. Non, c'est vrai. Voilà. Vous avez totalement raison. Un dernier mot. Oui, moi je voudrais dire que, d'après tout ce qu'on a dit, l'initiative revient au pouvoir, puisque c'est le pouvoir qui gère le pays en ce moment. L'opposition a fait une demande importante pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, que ce soit les Ivoiriens, les citoyens lambda, ou les hommes politiques doivent s'asseoir aujourd'hui pour parler de la Côte d'Ivoire. Regardez au-delà des individus, au-delà des candidats, des partis, mais regardez la Côte d'Ivoire. Donc il faut que le pouvoir qui a l'initiative convoque, invite les partis de l'opposition et la société civile même pour qu'on parle de la Côte d'Ivoire, pour qu'on mette en place les éléments qu'il faut pour garantir la paix et la sécurité des Ivoiriens pour les prochaines élections. Merci. Merci. Toto Jérôme Baloubi, je rappelle que vous êtes enseignant, professeur d'université, vice-président en charge du Conseil de représentation nationale, vice-président du MGC, en charge du Conseil de représentation nationale. Merci à vous d'avoir participé à ce débat ou d'un conseil spécial du président, de l'ancien président Laurent Gbagbo. Merci d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé avec vos compatriotes ivoiriens l'espoir de voir se dérouler en 2025 une présidentielle apaisée dans votre pays. Salif connaissez un partisan RH d'épée. Merci à vous également d'avoir participé à cet échange et d'avoir pu avoir une sorte de consensus sur l'approche et sur ce que vous jugez bon pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Merci Richard de nous avoir invités. Et puis j'espère que la paix continuera à exister en Côte d'Ivoire et que ça sera le socle d'un nouveau départ pour notre pays. C'est ce qu'on souhaite. souhaite. Merci. À la Cabo. À la Cabo. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour a été consacré à la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal.